avoir déclenché le conflit et même que l'armée russe vise des quartiers résidentiels quand la question lui a été posée par une agence américaine. Si vos journalistes avaient vu nos missiles détruire des quartiers entiers, ils auraient difficilement pu vous en parler. Ils n'auraient pas survécu. S'ils ont vu quelque chose, c'était de loin et les frappes ne visaient pas des quartiers résidentiels, mais des installations industrielles liées à la défense, des usines qui produisent du matériel militaire. Vladimir Poutine, qui a une nouvelle fois rejeté la responsabilité de la guerre sur les Occidentaux, accusé d'avoir voulu profiter de la situation depuis l'effondrement de l'URSS. Sylvain Tranchet, un élève de seconde, est mort sur son lieu de stage en entreprise hier à Saint-Lô, dans la Manche. Il a été victime de la chute d'une palette de marchandises dans un magasin de décoration. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Plus d'une démission par jour. Jamais les maires n'avaient autant démissionné en France. Près de 2200 élus ont renoncé depuis les dernières élections municipales. Parmi les causes invoquées, les tensions politiques ou les soucis de santé. Et puis une méga fusée Starship de SpaceX vient d'exploser au moment d'un test de routine au Texas. Il n'y a aucun blessé, précise l'entreprise du milliardaire Elon Musk. 8h33 sur France Info, Agnès Levallois, présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, est l'invité tout de suite de Frédéric Saïs et Jérôme Chapuis. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Donald Trump entretient toujours le suspense sur une participation directe aux frappes contre l'Iran. Le monde retient son souffle. Vous allez nous aider ce matin à y voir clair sur les risques qu'induirait l'entrée en guerre des États-Unis, plus largement aussi sur cette situation dans la région après une semaine de conflit ouvert. On parlera notamment de ces frappes contre un hôpital israélien cette nuit. Et donc, d'abord l'Amérique, intervention ou pas, Agnès Levallois, lequel des deux scénarios vous apparaît ce matin le plus probable ? Écoutez, absolument incapable de dire quel est le scénario le plus probable, tant les positions de Donald Trump ont varié depuis maintenant le début de cette intervention militaire israélienne en Iran, où on a vu quand même qu'il souhaitait relancer les négociations avec l'Iran, que Netanyahou a lancé les frappes en fait 2 jours avant la reprise de la négociation, semblant contrarier les plans quand même de Netanyahou, et en même temps, on s'aperçoit maintenant qu'il est prêt à y aller en fonction de l'évolution sur le terrain. Alors quel facteur justement serait susceptible de faire pencher la balance dans le sens d'une intervention ? Je pense qu'il faudrait dans la tête de Donald Trump, et ça c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a quand même une dimension de politique intérieure américaine. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même une contestation aux États-Unis sur la possibilité d'intervenir militairement, puisqu'il s'est quand même fait élire sur le fait qu'il était hors de question de recommencer des aventures militaires au Moyen-Orient, et que là ce serait effectivement une aventure militaire supplémentaire. Et le souvenir quand même de l'aventure en Irak en 2003 est quand même très présent dans la tête des Américains, et de Trump lui-même d'ailleurs, qu'il avait quand même beaucoup dénoncé, estimant qu'il n'était pas possible de recommencer une telle opération. Donc ça serait plutôt le facteur qui va dans le sens de pas d'intervention américaine. En même temps, il s'est tellement avancé qu'on peut tout à fait imaginer qu'il puisse décider. Alors, toute la question, c'est autour de cette fameuse bombe dont disposent les Américains et qui pourrait toucher les infrastructures nucléaires iraniennes, en sachant que si cette bombe est utilisée, alors là, les conséquences, plus personne ne peut les imaginer. Donc, ça paraît très fou. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une telle séquence, avec des comportements tels qu'on ne peut plus rien exclure. Alors, si je suis raisonnable, je me dis c'est pas possible. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut même plus raisonner simplement en termes d'analyse de points positifs, négatifs, puisqu'on est dans toute autre chose, me semble-t-il. Dans de l'irrationnel. Oui, avec d'ailleurs l'entourage de Donald Trump qui est lui-même divisé. Vous avez vu Tucker Carlson, cet ancien journaliste de la chaîne ultra-conservatrice Fox News, devenu un influenceur trumpiste, j'allais dire, qui met en garde Donald Trump. N'allez surtout pas vous mettre dans un nouveau bourbier à l'irakienne. Ça peut peser sur lui ? Je pense que ça peut peser, parce que c'est quand même un élément déterminant de toute sa position actuelle, et puis de sa façon d'être cohérent avec ce qu'il a annoncé. Alors en même temps, Trump est suffisamment aussi habile, ou en tous les cas, je pense qu'il se moque de beaucoup de choses, et donc il pourrait aussi tout à fait retourner l'argument en expliquant qu'il ne trahit rien. Mais voilà, donc je le crois capable quand même de tout, y compris de revenir sur un tel engagement de campagne qui était quand même un engagement majeur. Sur le plan militaire, Agnès Levallois, que changerait une intervention des États-Unis dans ce conflit
direct? Bien direct, ça veut dire que si effectivement cette fameuse bombe dont seuls les États-Unis disposent est mise à disposition d'Israël pour éliminer les infrastructures nucléaires iraniennes, là on rentre dans une séquence évidemment autre, avec l'objectif qui serait affiché de détruire complètement ce programme nucléaire. Alors ça le détruira d'un point de vue physique, parce que cette bombe serait capable d'atteindre des objectifs absolument inouïs. Ça n'enlèvera rien, la capacité des ingénieurs iraniens, ceux qui sont encore vivants, il y en a encore quelques-uns, à pouvoir de toute façon reprendre. Donc on est dans quelque chose de toute façon qui ne permettra pas de régler définitivement la question du nucléaire iranien. Les Américains sont en mesure aujourd'hui d'infliger des dommages susceptibles de mettre fin, en tout cas provisoirement, à ce programme nucléaire ? Physiquement, si ces bombes arrivent à atteindre les centres, en particulier le fameux centre de Fardo dont on parle beaucoup, qui est un centre important, c'est vrai que... Enterré dans une montagne. Voilà, d'une montagne, c'est la raison pour laquelle il faut cette fameuse bombe qui est quand même une bombe dont seuls les Américains disposent. Oui, ça peut de toute façon le retarder de façon absolument significative, beaucoup plus que ce qui a été fait jusque-là avec, vous vous souvenez peut-être, ce fameux virus informatique qui avait mis à mal les installations. Au début des 2010. Voilà. Ensuite, il y a eu tous ces responsables du nucléaire qui ont été assassinés régulièrement par le Mossad pour justement retarder. Tout ça, ça a permis de retarder, mais ça n'a en rien remis en cause le programme tel qu'il avait été conçu par les Iraniens. Alors maintenant, si cette opération devait avoir lieu, si on arrivait vers un changement de régime, peut-être que là on serait dans une nouvelle séquence. Mais il y a tellement de si que je crois que c'est absolument prématuré aujourd'hui d'aller sur ce terrain-là. Si les États-Unis interviennent directement, l'Iran a déjà menacé Washington de représailles directes, là aussi. Quelles pourraient être ces représailles iraniennes contre les États-Unis ? Alors, les représailles iraniennes viseraient toutes les différentes bases américaines au Moyen-Orient, puisque vous savez que les Américains sont quand même très présents, que ce soit à Bahreïn, que ce soit au Qatar. Et donc là, il y a des cibles évidentes, en Irak aussi, où les Américains ont encore une présence militaire. Et donc l'idée des Iraniens en disant cela, c'est de pointer du doigt le risque pour les soldats américains qui sont dans ces différentes bases. Il me semble que si les Iraniens se lançaient là-dedans, alors là, l'intervention américaine serait absolument immédiate, ou en tous les cas, la riposte américaine serait telle que ça serait pour moi pratiquement un suicide de la République islamique que de se lancer dans une riposte contre des intérêts américains, parce qu'alors là, les Américains, même s'ils ont déjà participé à ce qui se passe, auraient une réaction encore plus forte, avec donc toutes les conséquences que ça implique. D'ailleurs, c'est l'actualité de ces dernières heures. Les États-Unis préparent l'évacuation de leurs ressortissants d'Israël. Ça veut dire qu'ils croient en la capacité de l'Iran de frapper leurs ressortissants dans la région. Alors, est-ce qu'ils y croient, ou alors c'est un moyen de faire monter la pression et de bien dire aux Iraniens, vous voyez bien, on est prêt à tous les scénarios, et si vous deviez mener une opération contre nous, sachez que tout est prêt pour que l'on puisse riposter le plus vite possible et de la façon la plus forte qui soit. On est quand même dans un rapport de force qui est extrêmement déséquilibré entre l'Iran et Israël et les États-Unis, et ça, les Iraniens le savent quand même parfaitement bien. Ils n'ont pas les moyens de réagir, et on le voit de toute façon avec les opérations telles qu'elles sont menées depuis une semaine. Alors justement, on allait vous poser la question parce qu'on est maintenant à une semaine après le début de cette intervention directe d'Israël contre l'Iran. On voulait vous poser la question du rapport de force qui semble en effet pencher très largement en faveur d'Israël. Mais cette nuit, on a pu constater que les Iraniens étaient capables d'infliger des dommages importants à la population israélienne. Est-ce qu'on a sous-estimé cette capacité de l'Iran de frapper le sol israélien? Non, on savait très bien que l'Iran avait la possibilité d'attaquer le sol israélien avec ses fameux missiles. Il y a quand même, l'Iran a développé ces dernières années une capacité balistique extrêmement importante. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle Trump avait voulu sortir du fameux accord sur le nucléaire de 2015, parce que la dimension balistique n'était pas prise en compte dans cet accord, et donc il estimait que de toute façon cet accord était un mauvais accord pour cette raison. Donc l'Iran a développé une capacité, au point d'ailleurs de livrer des missiles à la Russie, et la Russie l'utilise dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc cette capacité balistique, elle est importante. Les Iraniens ont fait des progrès considérables en la matière. Et ils peuvent renouveler leur stock ?
Alors, toute la question est là. Je ne suis pas sûre que dans le contexte actuel, il soit capable. Donc, on parle d'un stock de 2 à 3 000 missiles. Il les a pas tous utilisés aujourd'hui. Donc, il a encore la capacité de mener une opération comme celle à laquelle on a assisté cette nuit. Mais on voit bien qu'on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes proportions en termes de compétences d'outils militaires entre Israël d'un côté. Il faut bien savoir que l'Iran est un pays sous sanctions depuis 40 ans maintenant. Et donc, c'est une capacité militaire qu'il n'a pas pu développer comme Israël le fait. Donc, il a pu développer les missiles. Alors, ça peut faire très mal, les missiles, mais on n'est absolument pas dans le même rapport de force. Agnès Levallois, pas de reddition, a dit l'ayatollah Khamenei. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, après cette semaine de campagne militaire d'Israël, de l'état, j'allais dire, du régime iranien ? Alors, on a un régime qui semble, en tous les cas, alors là, il faut être très, très prudent dans les propos que l'on peut tenir, puisque c'est un régime, comme vous le savez, qu'il était déjà et qu'il est encore très opaque, très difficile d'avoir des informations sur ce qui se passe à l'intérieur. La déclaration hier de Khamenei, le guide suprême, qui apparaissait quand même comme étant dans des conditions matérielles compliquées. On voit bien qu'il est caché quelque part, puisqu'il y a eu des grandes menaces de la part d'Israël et des États-Unis, sur lesquelles il pouvait le viser et le tuer quand il voulait, quand il voulait. Donc, effectivement, il prend des fortes mesures de protection. Donc, le sentiment quand même, c'est qu'on a un régime qui est un peu isolé, qui arrive, lui, à se protéger en se mettant sûrement dans des bunkers qui ont été prévus, alors que la population, elle est un peu livrée à elle-même en essayant de se débrouiller comme elle peut face à ce qui se passe et face aux frappes israéliennes. Donc, un régime qui essaye de montrer qu'il est encore là, qu'il tient les choses, en sachant que la chaîne de commandement a quand même été sérieusement mise à mal avec les assassinats ciblés d'un certain nombre de responsables. Haute hiérarchie militaire. Voilà, de la très haute hiérarchie, dont les gardiens de la Révolution, qui est quand même l'élément le plus significatif dans la riposte que l'Iran peut mettre en œuvre. C'est pas tant l'armée iranienne qui est capable de pouvoir mener des opérations. Ce sont vraiment les gardiens de la Révolution, parce que ce sont eux qui bénéficient depuis des années et des années de moyens financiers considérables pour avoir un arsenal significatif lui permettant de réagir. Et donc le fait d'avoir touché le chef du gardien de la Révolution, ça n'est pas pour rien qu'Israël les a touchés, pour justement désorganiser, parce que ce sont eux qui ont la maîtrise en grande partie justement de ces fameux missiles dont on parle et qui peuvent permettre de réagir aux attaques israéliennes. Et avec pour objectif aussi d'entretenir une forme de paranoïa au cœur du régime ? Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien que c'est un régime quand même qui est assez paranoïaque en raison de la violence qui atteint l'Iran maintenant, enfin ce régime et ce pays depuis des années. On sait s'il y parvient, on sait si Israël est parvenu à désorganiser le pouvoir iranien. Très difficile d'avoir une réponse catégorique sur ce point. Ce que l'on sait, c'est qu'il semble quand même véritablement qu'il y a une désorganisation, mais qui n'empêche pas, à ce stade en tous les cas, les Iraniens de réagir, en particulier les gardiens de la Révolution. Donc même si le commandement a été touché, il y a quand même une chaîne. Alors le chef n'est plus là, mais il y a quand même des personnes en dessous, des militaires qui ont quand même des compétences, et on le voit bien. Ça n'a pas arrêté immédiatement le lancement des missiles sur Israël. Donc la capacité existe encore, elle est quand même sérieusement amoindrie, et surtout, c'est un pays qui est extrêmement affaibli maintenant depuis plusieurs mois. Et que sait-on du soutien de la population à ce pouvoir, à ces mollahs iraniens, aujourd'hui dans ces conditions ? Alors là encore, très difficile d'avoir des éléments précis. Ce que l'on sait, on peut résumer un peu la situation. Jusque-là, on avait 20% de la population vraiment vent debout contre ce régime qui ne veut pas en entendre parler, 20% qui le soutient, et puis il y a les Iraniens au milieu qui n'apprécient pas ce régime. Et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des Iraniens souhaitent se débarrasser de ce régime, mais tout de suite, j'ajoute un bémol, ils ne veulent pas du changement de régime à partir d'une opération militaire. Et ça, mais quand, par exemple, on entend cette nuit, là, Vladimir Poutine, qui a donné une longue conférence de presse dans la nuit, dire « Nous constatons qu'en Iran, il y a une consolidation de la société autour des dirigeants politiques du pays. » Alors moi, je ne serais pas aussi affirmative, parce que je pense que là, on est vraiment dans de la com de la part de Poutine, et c'est tout à fait logique qu'il tienne ce type de propos. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sentiment nationaliste en Iran extrêmement fort, et que ces frappes menées par Israël ne peuvent que susciter, en tous les cas, une résistance, mais difficile d'en savoir plus. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Agnès Levallois. On vous retrouve après le fil info. Il est 8h46. Magali Homo.
Le bilan des blessés grimpe en Israël. Selon les secours, 47 personnes sont blessées après de nouvelles frappes cette nuit sur Tel Aviv et Jérusalem. Pour la première fois, un hôpital a été touché dans le sud d'Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévient l'Iran qu'il paiera le prix fort. Dans l'Aisne, un enfant de 12 ans est mort cette semaine d'une intoxication alimentaire sévère à Saint-Quentin. 6 autres ont été pris en charge dans la même zone. Des investigations sont menées pour trouver les causes de la contamination. Ces enfants n'ont pas pris de repas en commun et ne fréquentaient pas tous les mêmes collectivités. Nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Grégory, 40 ans après la mort du garçon noyé dans la Vologne. Sa grand-tante Jacqueline Jacob sera prochainement convoquée par la justice en vue d'une possible mise en examen. Et puis c'est un feu vert qui pourrait révolutionner la lutte contre le sida aux États-Unis. Un nouveau traitement préventif vient d'être approuvé. Il nécessiterait 2 injections par an alors que les comprimés qui existent déjà doivent être pris quotidiennement. France Info. Et toujours avec Agnès Levallois, la présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, sur ce conflit qui est en cours. À l'heure où nous nous parlons, Israël donne un dernier bilan des tirs de missiles iraniens cette nuit, 47 blessés. Israël qui accuse l'Iran d'avoir délibérément ciblé un hôpital, ce fameux hôpital dans lequel les toutes premières victimes du 7 octobre étaient arrivées après les massacres perpétrés par le Hamas. C'est possible ça que l'Iran ait délibérément ciblé un hôpital en Israël ? On voit quand même que l'Iran a du mal à cibler des cibles vraiment importantes en Israël, puisque la précision de ces missiles, bien souvent quand même, n'ont pas été à la hauteur des espérances des Iraniens, si je puis dire, enfin de l'armée iranienne. On a vu souvent que les cibles n'étaient pas du tout celles qui étaient prévues. Donc je ne suis pas sûre à ce stade qu'il y ait une volonté délibérée de toucher cet hôpital, en sachant que ça n'est pas l'objectif pour les Iraniens le plus important. Il vaut mieux viser une cible militaire qui peut faire mal à l'appareil militaire israélien dans cette guerre. Donc cette accusation, elle est tout à fait logique en termes de communication de guerre, mais je ne suis pas sûre qu'elle repose vraiment sur des faits avérés. Et puis l'autre actualité en cours, c'est cette déclaration de l'armée israélienne qui dit avoir frappé, là il y a quelques heures, un réacteur nucléaire inachevé en Iran, à Arak précisément. Ça veut dire que l'armée israélienne continue de tourner autour de ce complexe nucléaire militaire, pour le coup, le complexe de Fordo, mais continue de frapper l'Iran dans ses installations nucléaires. Ça va durer. Oui, ça, je pense que ça va durer et que l'objectif d'Israël est vraiment de détruire absolument toutes ses capacités nucléaires, civiles et militaires, et avec évidemment, pour justifier cette opération, le militaire, puisque c'est quand même ça qui est visé dans cette opération. Donc il ne me paraît pas surprenant, alors que pour Fordo, justement, Israël a besoin de ces fameuses armes dont on parlait tout à l'heure, américaines. Et donc là, il peut montrer à l'Iran, qu'il est capable de continuer systématiquement à attaquer ces installations qui sont l'argument qui a permis cette attaque aux yeux d'Israël. Agnès Levallois, et l'Europe dans tout ça. Demain, les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni doivent rencontrer leur homologue iranien à Genève. C'est la diplomatie allemande qui l'annonce en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre ? On a l'impression que l'Europe, jusqu'ici, peine évidemment à se faire entendre. Oui, l'Europe peine vraiment à se faire entendre. On l'a bien vu d'ailleurs, je fais un petit retour en arrière. Lorsque les États-Unis étaient sortis du fameux accord sur le nucléaire en 2018, les Iraniens espéraient que les Européens, qui étaient signataires aussi de cet accord, puissent trouver une solution pour le maintenir en vie, même les Américains sortis. Et les Européens ont été absolument incapables, alors qu'ils ont fait des promesses à l'Iran, de faire quoi que ce soit. Donc il me semble quand même que la position européenne est très très décrédibilisée aux yeux des Iraniens. Ceci dit, les Iraniens ont tout à fait besoin d'une telle négociation pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. Il ne faut pas oublier que l'Iran aujourd'hui est un pays extrêmement isolé. Et donc je pense que pour les Iraniens de montrer aujourd'hui que son ministre est capable de rencontrer des Européens, c'est important. Dans les premières heures des frappes israéliennes, donc vendredi dernier, il y a quasiment une semaine, les pays européens avaient soutenu le droit d'Israël à se défendre dans leur premier communiqué de presse. Est-ce que ce n'était pas finalement
une forme de blanc-seing qu'ils peuvent regretter aujourd'hui à Benyamin Netanyahou? Si, complètement. Et d'ailleurs, ça a été relativement critiqué par certains, considérant qu'il n'y avait pas à soutenir une opération qui allait à l'encontre du droit international, qui n'était justifiée par aucun élément véritablement probant, puisque tous les services de renseignement américains ou européens considèrent que, bien sûr, l'Iran va vers l'enrichissement de l'uranium permettant un jour d'accéder aux militaires, mais que la décision de passer aux militaires n'avait pas encore été prise. Donc, cette opération israélienne, qui va à l'encontre du droit international, devait être rappelée avant de soutenir le droit d'Israël à la sécurité. Et donc ça a été très mal perçu. Et aujourd'hui, on voit bien même un président français qui commence à se rendre compte que cette déclaration qu'il a faite un peu rapidement, posait des problèmes. Emmanuel Macron, qui hier soir d'ailleurs, à l'issue d'un conseil de défense à l'Élysée, a appelé Israël à ne plus lancer de frappes en dehors du programme nucléaire et balistique, autrement dit, les frappes de ces derniers jours, de ces dernières heures contre des commissariats, contre des ministères, contre des dépôts de carburant, ça, la France s'en désolidarise. Oui, on a bien vu effectivement que entre les déclarations de Netanyahou, selon lesquelles c'était les installations nucléaires qui étaient visées, et les différentes cibles, n'oubliez pas la télévision iranienne, qui a été quand même aussi une cible, on voit pas très bien le rapport avec les installations nucléaires, et donc il y a une remise en question effectivement de ces cibles, et on voit bien aujourd'hui que Israël est lancé non seulement dans la destruction de ces installations nucléaires, mais bien au-delà, avec l'idée peut-être, et on en parle de plus en plus, de changement de régime. Et c'est ça aussi, je pense, la déclaration du président Macron et certains Européens, c'est de se rendre compte que ça va bien au-delà, et que là, comment soutenir une telle position lorsque l'on a en tête le souvenir de 2003, l'invasion américaine de l'Irak, avec l'idée de changer de régime et le chaos que ça a impliqué ensuite dans toute la région. C'est intéressant parce que vous faites référence à 2003, les Européens étaient déjà divisés à l'époque, l'Allemagne et la France étaient sur la même ligne, je ne suis pas certain que ce soit le cas. En tout cas, les déclarations du chancelier allemand avant-hier ont fait beaucoup de bruit. Écoutez. Israël a le courage de faire le sale boulot pour nous tous. Le régime des Mollahs nous menace, nous aussi. Il a semé la mort et la destruction à travers le monde. Israël fait le sale boulot. Clairement, ce n'est pas la position de la France. Non, ce n'est pas la position de la France. La France est dans une position de logique diplomatique, de discussion. D'ailleurs, je rappelle quand même, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais en 2015, un accord a été signé entre l'Europe, les États-Unis et l'Iran, et que pendant les 3 ans pendant lesquels cet accord a vécu, l'Iran a respecté absolument toutes ses obligations concernant justement à respecter les termes de cet accord. Quand les États-Unis en sont sortis et que les Européens ont été incapables de proposer quelque chose à l'Iran, l'Iran a repris l'enrichissement de l'uranium. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout une défense du régime iranien, c'est pas du tout ça. Ponctuellement et factuellement, l'Iran a respecté. Donc on est aujourd'hui dans une logique où le chancelier allemand considère que Israël fait le sale boulot. Je suis pas sûre que ce soit ça la bonne analyse de la situation. L'analyse de la situation, c'est que l'Iran est un pays avec lequel on peut négocier. Que le régime soit épouvantable et qu'on n'ait plus envie de ce régime, bien sûr, mais d'abord, c'est pas de l'extérieur qu'un changement viendra, et donc autant aider ce pays à se développer pour permettre une opposition en interne et qu'on arrive à un changement de régime, et non pas l'inverse qui conduit, à mon avis, risque de conduire à une situation dramatique. Agnès Levallois, vous disiez que l'Iran est isolé sur la scène internationale. La Russie, hier, a malgré tout mis en garde les États-Unis contre toute intervention directe dans ce conflit, ce qui pourrait déstabiliser radicalement le Moyen-Orient, prévient Moscou. C'est une menace à mots couverts ? Mais là encore, je vois pas très bien ce que pourrait faire l'Iran dans ce conflit. La Russie. La Russie est dans son rôle, évidemment, parce que c'est officiellement un soutien de l'Iran. Et en même temps, on n'a pas vu quand même la Russie beaucoup soutenir l'Iran depuis une semaine que les frappes ont commencé. Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que la Russie dépend de la livraison de missiles iraniens pour la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Et donc là, il va y avoir une perte, puisque l'Iran va plutôt garder ses missiles pour lui dans la guerre actuelle. Donc, évidemment que Poutine est obligé de faire une déclaration parce que c'est un allié, mais en même temps, on voit très bien que la Russie n'est pas du tout prête à s'engager dans cette guerre. Il y a un côté bluff, si on vous entend bien. Oui, pour moi, oui. Le président turc Erdogan, lui, défend le droit légitime de l'Iran à se défendre. On voit la symétrie par rapport aux Européens qui parlent du droit d'Israël à se défendre. La Turquie est quasiment la seule puissance de la région qui s'exprime avec des mots aussi fermes, aussi durs contre Israël. Selon vous, la rivalité entre Israël et la Turquie, c'est la prochaine grande rivalité dans cette région du monde dans les années à venir ?
Cette rivalité, elle a existé et en même temps, il y a eu beaucoup de moments où les deux pays se sont très bien entendus. Même après le 7 octobre, on a vu la Turquie continuer à négocier avec Israël, à commercer avec Israël. Donc la relation aujourd'hui est extrêmement tendue, mais je ne suis pas sûre que cela continuera dans ce sens, puisqu'il y a des intérêts qui sont quand même des intérêts partagés. Donc aujourd'hui, Erdogan est dans son rôle de vouloir se présenter comme le défenseur ou comme la puissance régionale. On est au-delà de ça dans une compétition de ces puissances régionales, l'Arabie Saoudite d'un côté qui entend être la nouvelle puissance régionale, la Turquie qui ne veut pas abandonner ce rôle de puissance régionale. Et donc on voit bien à travers la déclaration de Erdogan cette façon de dire je suis là et il va falloir compter aussi avec moi. Vous parliez de l'Arabie Saoudite, justement, où sont tous ces pays sunnites du Golfe qu'on entend assez peu dans ce conflit? Écoutez, ils sont tétanisés parce que la guerre qui vient de se déclencher est la pire des choses pour eux, c'est le pire des cauchemars. Pourquoi? Parce que ça met d'abord en question tous leurs plans de développement économique, qui sont des plans absolument gigantesques pour lesquels ils ont besoin d'investisseurs et donc de stabilité. Ils ont très peur que, effectivement, lors éventuellement de ripostes iraniennes, même si j'y crois pas trop, contre les intérêts américains, ça va se passer sur leur territoire, puisque les bases américaines sont à Bahreïn, sont au Qatar, et donc ça veut dire des conséquences sur leur territoire, et donc avec un risque de déstabilisation. Donc ils ont dénoncé, rappelons quand même que l'Arabie Saoudite a dénoncé immédiatement les frappes israéliennes sur l'Iran, alors qu'en général l'Arabie est quand même un pays qui prend un peu son temps avant de réagir. Donc ça montrait quand même cette très forte inquiétude vis-à-vis de la dégradation de la situation dans la région. Dernière question, Agnès Levallois, sur le moment que nous vivons. On entendait hier la Chine craindre que le conflit devienne incontrôlable. Est-ce que c'est vraiment un risque au moment où l'on se parle? Et incontrôlable, ça voudrait dire quoi? Ce que l'on voit, c'est qu'Israël est lancé quand même dans une guerre tous azimuts dans la région depuis le 7 octobre, en réaction à ces terribles massacres du 7 octobre, et que depuis, on a le sentiment d'une machine qui est lancée et que plus personne n'est en mesure de l'arrêter, ou plus personne ne veut l'arrêter. Je pense évidemment, il n'y a que les Trump qui pourraient arrêter Netanyahou, or ça n'est pas le cas. Et donc c'est vrai que ça rend assez inquiet sur les conséquences que ça peut engendrer, en sachant que la guerre continue à Gaza de façon absolument monstrueuse, sans qu'on n'en parle plus, les regards se seront détournés. Et donc on est face effectivement à une situation où tout le monde a des intérêts dans cette région. On l'a dit avec la Russie, mais la Chine aussi a des intérêts en termes d'approvisionnement pétrolier. Les États-Unis sont présents militairement. La France a une base à Abu Dhabi. Enfin, on est quand même dans une région qui concentre beaucoup d'intérêts avec des partis qui aussi ont des intérêts divergents. Donc effectivement, ça peut engendrer un chaos absolument abyssal et incontrôlable. Merci beaucoup Agnès Levallois d'avoir été sur France Info ce matin. Dans un instant, les informés avec Renaud Dely sur France Info.